je voudrais d'abord remercier les exposants, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, et les exposants que j'ai vus ce matin. J'ai appris plein de choses et je pourrais repartir immédiatement. J'ai plein d'éléments de réflexion sur les sujets qui nous rassemblent. La dernière fois qu'on nous a annoncé qu'il y aurait dans les rues de Montréal 250 à 300 000 personnes, c'était lorsque les Montréalais ont protesté, comme les gens de Vancouver, comme les gens de Toronto, contre l'éventuelle participation du Canada à la guerre en Irak. Et cette protestation a donné des résultats. Le Canada, comme la France de Jacques Chirac, ne sont pas allés faire la guerre en Irak, et tant mieux, parce que les armes de destruction massive que le président des États-Unis d'alors présentait comme une menace épouvantable à l'avenir du monde se sont avérées inexistantes. On annonce aujourd'hui 300 000 personnes dans les rues de Montréal. Je voudrais quand même commencer ce moment de réflexion entre nous tous en rappelant que quelque chose d'énorme se passe dans le monde. Les plus jeunes générations se mobilisent. On pensait que la politique ne les intéressait pas. On pensait qu'il y aurait un désengagement et on se disait le vide va s'installer. Et voilà que de l'Australie au Brésil, du Japon à l'Allemagne, aujourd'hui au Canada, demain au Mexique, les plus jeunes générations nous disent ce qui s'en vient n'est pas joli et il faut s'en occuper maintenant. 300 000 personnes dans les rues de Montréal. Aujourd'hui, l'image de notre ville va circuler dans le monde entier et va être un moteur de la libération dont on a tant besoin dans tous les secteurs d'activité. Monsieur le Président, vous rappeliez tantôt que vos objectifs étaient, vos obligations étaient celles de tous les ordres professionnels du Québec. Il y a un besoin de délibération comme jamais dans nos sociétés pour toutes sortes de raisons. Les changements qui ont été évoqués, etc. Donc, je voulais quand même nous lier d'une certaine manière, au-delà de toutes les options politiques, avec le grand mouvement qui va circuler aujourd'hui dans notre ville. Le président vient de nous dire quelque chose d'important, que tout est en changement. Eh bien, nous allons ensemble parler des changements du monde. Dans quel monde travaillons-nous? Dans quel monde intervenons-nous? Dans quel monde ajoutons-nous une plus-value dans les travaux que nous entreprenons les uns les autres dans tous les domaines d'activité? Et je commence par cette citation. Le monde est en sa totalité, vous venez de le rappeler, tout change dans le monde, avez-vous dit. Ici, on nous dit, une des grandes écrivaines du XXe siècle nous dit, le monde est en un état d'enfantement universel. Les choses changent. Je voudrais vous dire d'abord que je vous suis très reconnaissant de m'avoir invité. D'un coup, votre invitation m'a conduit d'un continent, celui des archives et celui des bibliothèques où je suis maintenant, à un autre continent linguistique que vous représentez. Et ce que nous faisons dans les bibliothèques et dans les archives et ce que vous faites dans tous les domaines où vous intervenez avec un matériau qui est la langue, ou qui sont les langues, c'est de fragments de l'immense, et je voudrais parler de ça un peu, de l'immense espace linguistique du monde. Dans cet espace-là, l'espace linguistique du monde, se transige en permanence la multitude des rapports que les humains entretiennent entre eux et avec les univers qui les habitent, les univers qui les entourent. Là se loge, dans l'immense espace linguistique du monde, là se logent les relais patrimoniaux, ce qui nous vient de
ces successions de générations qui ont créé le monde dans lequel nous sommes, le monde social dans lequel nous sommes, le monde culturel dans lequel nous sommes, le monde religieux dans lequel nous sommes, le monde urbain dans lequel nous sommes, le monde linguistique dans lequel nous sommes. Donc se transigent les rapports qui nous viennent de ces héritages-là. Aussi se transigent dans cet espace-là les fabrications de toutes sortes qui dessinent les profils, Monsieur le Président l'a évoqué, des avenirs imaginés et mis en œuvre par l'homme. Dans ces constellations se lient et se séparent la matière et l'esprit. J'écoutais tout à l'heure certains d'entre vous me parler des machines qu'ils utilisent et de la nécessité que ces machines soient accompagnées par nous, soient accompagnées par l'homme. C'est ce que je veux dire ici, se lient et se séparent dans cet univers linguistique la matière et l'esprit du monde. Les mots sont de toutes les alchimies, celles qui font la paix, celles qui font la guerre, de toutes les alchimies, y compris de celles qui aujourd'hui brassent, vous les connaissez, des milliards de nos comportements pour nous dire qui nous sommes, ce qu'il nous faut penser, ce qu'il nous faut faire. Les mots sont l'oxygène des rapports entre les êtres humains. Les milliards de rapports quotidiens entre les humains pris un à un, les milliards de rapports entre tous les humains pris collectivement. Les générations successives ont placé leurs sentiments, leurs peines, leurs joies, leur sagesse, leurs regrets, leur folie, leur ambition, leur espérance, leurs projets, en utilisant des trillions de mots dans les milliers de langues parlées sur la planète. Cette omniprésence des mots occupe aujourd'hui le premier rang de tout ce qui circule sur notre planète. Absolument rien de plus abondant qui circule sur la planète. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Le numéro 1 dans cette liste-là, et ce sont les mots. On l'a évoqué déjà, portés par des technologies puissantes et universelles. Les mots enveloppent les vies et le monde comme jamais, dans une abondance qui ne cesse de se multiplier. 296 milliards de courriels seront envoyés aujourd'hui. 347 milliards quotidiennement en 2022. On a évalué à 2675 milliards l'an dernier les requêtes sur les moteurs de recherche adressées à Google, Baidu et les quelques autres qui comptent vraiment. Voilà bien des motifs d'être modeste quand on parle des mots. Voilà bien des motifs de saluer vos fonctions, votre mission de traducteur, d'interprète, de terminologue, comme gardien, avec d'autres, du donné linguistique de l'humanité. L'idée que le président a évoquée tantôt, d'une langue unique, est une idée contraire à l'existence même de l'humanité. Vous m'invitez à un partage de réflexion sur 3 thèmes complémentaires. Se renouveler, c'est-à-dire apporter dans ses œuvres des éléments nouveaux, se valoriser, c'est-à-dire ajouter de la valeur, et se diversifier, c'est-à-dire élargir la gamme des activités auxquelles on se consacre. Si nous en convenons, je tenterai de situer vos interrogations dans le contexte des mutations en cours du monde, économique, technologique et démographique, et de réfléchir avec vous sur les enseignements que nous pouvons en tirer. Je voudrais simplement et très brièvement rappeler que mon propre parcours m'a conduit dans bien des quartiers du Grand Village. J'y ai vu partout, sans exception, des levers et des couchers du soleil linguistique. La question linguistique est une question présente dans toutes les sociétés humaines, sans aucune exception. La question des langues surgit sous toutes les latitudes, comme une composante de l'écosystème des vies. En Afrique subsaharienne, le débat aujourd'hui s'intensifie concernant le riche héritage linguistique
propre du continent et le bagage linguistique apporté par les colonisateurs. Lequel de cet héritage qui vient des siècles et des siècles, ou de ce bagage qui est venu avec les colonisateurs, doit-on privilégier quand on est un Africain aujourd'hui? Toute l'Afrique débat de ça. La question est débattue de Dakar à Johannesburg, de Kigali à Abuja. La Chine veille au grain et emprunte aux anciennes puissances qui ont établi partout des relais pour l'enseignement de leur langue. La Chine, ces 15 dernières années, a créé 530 instituts Confucius dans 153 pays, centres Confucius dédiés principalement à l'enseignement de la langue chinoise. Le portrait global de ce que veut faire la Chine, c'est 1200 centres Confucius d'ici 2025. Enfin, du Pérou. J'étais très content d'entendre ça tout à l'heure en me promenant dans les kiosques. Du Pérou à la République démocratique du Congo, de l'Indonésie au Canada, plusieurs des langues des 425 millions d'Autochtones du monde, hier encore condamnées à disparaître les langues, retrouvent partout un regain de vitalité. Empiriquement, il m'a été donné de constater que des langues avancent et d'autres reculent, que des langues se fécondent mutuellement, se superposent, se bousculent, se remplacent dans une chorégraphie imprévisible qui fait varier sans cesse la carte linguistique du monde. Il m'a aussi été donné d'apprécier le travail des traducteurs, des interprètes et des terminologues que vous êtes. Il y a longtemps, j'ai eu comme voisin de bureau à l'Université McGill Frank Scott, le grand juriste montréalais de gauche, qui, jour après jour, traduisait Anne Hébert dans le bureau voisin du mien. Leur correspondance sur le travail de traduction est un vrai chef-d'œuvre, comme en faisaient jadis les Dentelières. Je vous recommande ce petit livre. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est la correspondance entre Anne Hébert, qui est à Paris, et Frank Scott, qui est à Montréal. Et Frank Scott dit « Madame, ce mot que vous utilisez dans la 6e ligne de tel de vos poèmes, je peux le traduire des 5 manières suivantes. Laquelle est la bonne ?» Et l'autre répond « Il y en a une 6e. » Et c'est absolument extraordinaire. Secrétaire général de la francophonie, ah non, il faut que je fasse une autre référence. Je vais manquer de temps, je suis déjà un peu malheureux. Parce que je veux vous parler de... Vous savez, il y a un écrivain brésilien qui a fait le projet fou, mais extraordinaire, de traduire Gaston Miron. Et ils ont échangé de la correspondance. Et le traducteur brésilien écrit ceci à Miron. « Comment je traduis Batèche, Grégus, Sainte-Bénite de Sainte-Bénite ?» Et Miron l'invite à venir vivre 10 ans au Québec. Secrétaire général de la francophonie, j'ai subventionné la transcription de plusieurs langues africaines au début des années 90. C'était la première transcription de très grandes langues africaines qui sont aujourd'hui parlées par des dizaines de millions de personnes. J'ai vu ces langues passer de l'oralité absolue à l'écriture et aussi les premiers atlas linguistiques du continent africain. Un jour, au Mali, j'ai assisté à l'exposé d'un jeune universitaire de ce pays qui expliquait les joies et les peines qu'il avait expérimentées dans son travail de traduction des essais de Montaigne en bambara. J'étais de la grande fête de Ouida, au Bénin, en 1992, quand des prêtres vaudous venus d'Haïti, du Brésil, des États-Unis, de la Caraïbe et des pays du continent ont prononcé en même temps les mêmes paroles dans la langue des rois d'Abomey, telle que pratiquée il y a 4 siècles. Enfin, puisqu'il faut choisir, en 2011, j'étais au Maroc quand le gouvernement de ce pays a reconnu l'amazigh ou le berbère, langue historique du Maroc, avant que le royaume soit arabisé, il y a 13 siècles, lorsqu'ils ont reconnu cette langue comme langue officielle du royaume.
Dans toutes ces circonstances, les mots, le langage, l'écriture, la traduction étaient éclairés par une même ferveur, un même sentiment de restauration de l'essentiel. J'ai retrouvé cette ferveur quand la francophonie inaugurait les 300 modestes bibliothèques qu'elle a créées en Afrique sous l'appellation Centre de lecture et d'animation culturelle, dans lequel le tiers des livres étaient des livres écrits et publiés en langue africaine. J'ai aussi eu besoin de vos talents. J'ai eu besoin d'interprètes. Notamment, j'étais président de Droit et démocratie et on travaillait beaucoup avec l'École nationale du parti à Beijing. On parlait avec nos amis chinois de questions de droits humains. Donc, les interprètes étaient, étaient ceux qui pouvaient faire basculer la discussion d'un côté ou de l'autre sur la peine de mort, sur les genres, sur les droits des travailleurs, sur les droits des minorités, sur les questions que nous posaient nos amis chinois, sur nos propres limites, notamment concernant les Autochtones. Je garde en mémoire une négociation en particulier à Genève pour finalement trouver une majorité des pays du monde en appui à la Déclaration des droits des peuples autochtones. Les Nations unies traduisent en 5 langues. Et tout à coup, on parlait des droits des peuples autochtones, et notamment des droits linguistiques des peuples autochtones, et il n'y avait aucun traducteur qui pouvait traduire quoi que ce soit dans les langues des peuples autochtones. C'était une démonstration absolue du vide de civilisation dans lequel on était, en voulant apporter un appui aux peuples autochtones. Je voulais aussi parler de la traduction. Il se trouve que j'ai la chance que mes livres soient traduits. On a peut-être une illustration de ça. Je crois généralement, je suis resté ami avec les traducteurs. C'est une traduction qui vient d'être faite. Ça va être traduit aussi en arabe. Ils vont faire un film à partir de ce livre, qui est une histoire extraordinaire. Vous allez m'inviter une autre fois. J'ai besoin d'1 heure au moins pour vous en parler. Mais cette traduction est tellement belle en langue anglaise que j'ai eu l'impression, en la lisant, de découvrir une œuvre que j'avais écrite moi-même. C'est extraordinaire, une traduction superbement faite. Et puis, secrétaire général de la francophonie, je l'ai dit tantôt, je veux le rappeler parce que c'était au cœur de ce que l'on faisait à l'époque. J'ai reçu, mis ensemble, les équipes des banques de données terminologiques du Québec, du Canada et de l'Union européenne pour que ces équipes travaillent ensemble. Mais aussi, il y avait un rôle d'exemplarité. Ça intéressait à peu près tous les pays du monde, qui sont presque tous dans une situation de pluralisme linguistique et qui voulaient savoir, etc. Je voudrais maintenant qu'on change un peu de registre. Encore un peu de temps. Merci. On change un peu de registre et qu'on évoque, c'est quoi les grands changements qui peuvent avoir un impact sur votre travail, les grands changements du monde. Je dirais qu'il y en a 3. D'abord, il y a le basculement de la richesse de l'ouest du monde, c'est-à-dire de chez nous, de l'Occident, Europe, États-Unis, Japon, en gros, vers l'Est. C'est irréversible, c'est immense, ça ne fait que commencer, et les effets de ça vont nous suivre dans les décennies qui viennent et vont affecter le monde, la société humaine dans laquelle vont vivre nos enfants et nos petits-enfants. Le basculement de la richesse, le déploiement universel de l'ère numérique, on va y revenir, et troisièmement, l'enrichissement démographique. 2 mots sur le basculement de la richesse. Je pense que tout le monde sait de quoi on parle. On n'a pas besoin d'aller dans beaucoup de détails, sinon pour dire que ce basculement fait que le plus grand pays, le plus pauvre du monde, qui était la Chine, est en train de devenir la première puissance économique du monde. Ça a pris 30 ans. Il y a eu un basculement de la richesse. Ça ne veut pas dire que l'Occident, nous, on n'est plus là, que c'est terminé. Mais ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire que nous n'avons plus le monopole, nous ne l'aurons plus jamais, de la création de la science, de la technologie,
nous n'avons plus le monopole de la création et de l'utilisation de la richesse du monde. Ça appartient désormais à l'univers entier. Vous êtes en Colombie, vous êtes au Mexique, vous êtes au Brésil, vous êtes en Indonésie, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Nigeria, vous êtes au Maroc, vous êtes en Turquie, vous êtes partout. Les technologies sont présentes. La compétition, parlez à nos bureaux d'ingénieurs à Montréal, la compétition vient de partout dans le monde. Nos amis chinois sont numéro 1 dans l'intelligence artificielle et très en avance. Dans peu de temps, on volera dans des avions qu'ils vont fabriquer et on achètera des petites voitures électriques qui ont été fabriquées chez eux. Il y a donc eu, selon l'OCDE, le plus grand transfert financier, commercial et technologique de l'histoire de l'humanité. Transfert de l'investissement, transfert des entreprises, rappelez-vous les débats sur la délocalisation, transfert des centres et des équipements de recherche. Ce n'est pas donc simplement la richesse, c'est la capacité de la produire qui a changé complètement de la carte économique du monde. Qu'est-ce qui a pris à l'Occident de faire ça? On n'a pas le temps d'aller dans beaucoup de détails. C'est l'appétit insatiable du capitalisme, si on parle un peu trop rapidement, là, pour les marchés. On a vu les marchés. On a vu le grand marché de la Chine, on a vu le grand marché de l'Inde, le grand marché asiatique, et on s'est plongé dans ça, ne se doutant pas que nos partenaires, nos nouveaux partenaires économiques allaient très rapidement, comme une éponge absorbe l'eau, absorber et créer les technologies nouvelles. On n'a pas beaucoup de temps, mais simplement 2 exemples. En 2005, 3 sociétés chinoises appartenaient à la liste des 500 plus grandes sociétés du monde. Il y en avait 3 en 2005. L'année dernière, il y en avait 111 et les Américains en avaient 113. Alors les Chinois montent, les Américains stagnent. C'est la montée de la Chine qui est la plus importante. Et les sociétés asiatiques, dans ce palmarès-là, sont à peu près à égalité avec les sociétés occidentales. J'aurais aimé pouvoir vous parler de la nouvelle route de la soie, qui est le plus grand projet de coopération dans le monde, qui touche des dizaines et des dizaines de pays, dans lequel nos amis chinois ont investi 1 000 milliards de dollars et qui est un grand rassemblement des nations autour des routes de l'eau, la mer, autour des routes technologiques et autour des routes culturelles. Et les questions linguistiques dans ce contexte-là de la coopération linguistique sont extraordinairement importantes. Ça, c'est le premier bouleversement qu'on doit avoir à l'esprit. Vous me voyez venir, et vous me l'avez dit quand je faisais le tour des kiosques tantôt, préparons-nous à la montée des langues asiatiques. Deuxièmement, le déploiement de l'ère numérique. Si on s'était vu en 1995, donc il y a 25 ans, on aurait évoqué quelque chose de nouveau qui prenait une certaine ampleur. Il y avait 16 millions d'internautes. Il va y en avoir 5,5 milliards dans 2025. 5,5 milliards d'internautes en 2025. C'est immense. Ça s'est passé en peu de temps. Ça s'est passé partout dans le monde en même temps. Vous êtes un paysan du Pérou. Vous êtes un producteur de coton au Mali. Vous êtes un marchand sur la place de Hong Kong. Vous avez tous votre petit téléphone. Vous suivez les marchés. Vous avez accès à la même technologie, au même savoir, où que vous soyez dans le monde. Et ce déploiement de l'ère numérique ne fait que commencer. On parle de la connexion maintenant des objets en termes de, on n'a pas le temps d'aller dans beaucoup de détails, en termes de milliards de connexions. L'autre grand changement démographique, l'autre grand changement d'ensemble, c'est le changement démographique. Le changement démographique, moi j'appelle ça l'enrichissement démographique. D'ici 2040, 2 milliards de personnes vont naître dans le monde. 1 milliard en Asie du Sud et 1 milliard en Afrique. C'est là que ça se passe, en gros. Ce qui veut dire qu'à la fin, au milieu du siècle, il va y avoir 80% de la population du monde qui va vivre en Asie et en Afrique. Et il va nous rester à nous, pour l'Amérique latine, pour toute l'Europe, y compris la Russie,
pour l'Amérique du Nord, il va nous rester le 20%. C'est un changement radical. Les marchés du monde ne sont plus en Occident, les marchés du monde sont en Asie et la population du monde va être en Asie et en Afrique. Nos amis africains vont doubler la population, 2,4 milliards d'Africains. Un être humain sur 4 va être un Africain. Et vous lisez beaucoup, c'est épouvantable, la démographie africaine, qu'est-ce qui nous attend, blablabla. Bla, bla, bla. Les Chinois, la Chine a doublé sa population dans les 40 dernières années. Et à peu près tous les économistes sérieux disent qu'un des éléments de la montée économique de la Chine, ça a été le doublement de sa population. Le fait qu'il y a eu une demande qui n'a pas arrêté de croître, demande pour le logement, pour le transport, pour l'école, pour la santé, etc., 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 toutes les demandes qu'on peut imaginer. C'est ce qui est en train de se passer en Chine, en Afrique. Je ne ferai pas la promotion ici de mon dernier livre, qui s'appelle Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle. C'est une chance extraordinaire que la population de l'Afrique double dans les 30-40 prochaines années. Se dégage une nouvelle carte économique du monde, une nouvelle carte démographique du monde et une nouvelle carte culturelle du monde. On n'a pas le temps d'aller dans beaucoup de détails, mais sachez que... On peut bouger? Est-ce qu'on va manquer de temps? Sachez que l'activité culturelle, la création culturelle, qui était très concentrée en Occident, a suivi l'économie. Et vous avez partout, on a mis 2 illustrations, le musée du Louvre à Dubaï et le Nouvel Opéra de Pékin, qui sont des illustrations de ça, mais on aurait pu très honnêtement en mettre 1000 de ces illustrations. De nouveaux musées en Asie, de nouvelles structures culturelles un peu partout. Les pays du monde ont maintenant les moyens, beaucoup de pays qui n'avaient pas les moyens d'investir dans la culture, ont les moyens d'investir dans la culture, le privé de ces pays aussi, et la culture, on le sait, quand on vit à Montréal et on est tout à côté du quartier des spectacles, c'est un élément aussi formidable de l'activité économique soutenue par les nouvelles technologies. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller trop vite pour parler de la nouvelle carte culturelle du monde. C'est un sujet en soi absolument passionnant. Je vais prendre un exemple de ce qui se passe aussi dans le monde de la culture qui est intéressant. J'ai suivi personnellement avec beaucoup d'intérêt la décolonisation du Musée royal de l'Afrique centrale de Belgique. Le musée a été ouvert en 1897. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Pour glorifier l'entreprise coloniale belge qui a apporté, c'était au fronton du musée, la lumière là où il n'y avait que ténèbres. L'établissement a revu récemment la mise en scène de ces collections. Savez-vous ce qui a été le plus compliqué pour eux? C'est de trouver les nouveaux mots. C'était de trouver un langage qui ne soit plus un langage de domination, qui ne soit pas non plus un langage de soumission, qui soit un langage de vérité par rapport à un siècle de rapport entre un pays européen et un immense territoire sur le continent africain. Cette révision des collections fut d'abord une révision du jugement, du langage, des expressions, des mots, cases, jungle, pionniers, découvertes. Révision du langage qui est dans le fond une révision des valeurs. Nous entrons dans un temps où les délibérations sont redevenues ouvertes au plan culturel. La demande de rapatriement des biens spoliés dans le monde s'étend partout, y compris au Canada. La Colombie-Britannique a demandé à certains musées américains de redonner aux nations autochtones de la Colombie-Britannique les biens qui avaient été spoliés. Ce n'est pas simplement les Africains et les Français, les Africains et les Britanniques, les Grecs et les Britanniques, c'est dans le monde entier. Il faudra trouver des nouveaux langages. Quelque chose d'immense se passe dans le domaine de la culture. Et en arrière de tout ça, on y arrive, enfin, vous me direz, il y a une nouvelle carte linguistique du monde qui est en train d'émerger. C'est difficile de parler de ça. Il y a un rééquilibrage des langues du monde qui se fait. C'est très subtil, c'est très puissant. D'abord, ça suit l'économie,
C'est sûr, on en a parlé vite tantôt, que la Chine met toute sa puissance en arrière de sa langue, comme la Grande-Bretagne a mis toute sa puissance et les États-Unis ont mis toute leur puissance en arrière de leur langue. L'Inde, la même chose. Il y a le fait aussi, il y a donc l'économie qui crée cette nouvelle carte économique du monde. Il y a le fait identitaire aussi. C'est le cas de très nombreux pays africains qui se disent, est-ce qu'on doit garder la langue française, la langue anglaise? Certaines des langues africaines sont parlées par des dizaines de millions de personnes. La communauté économique de l'Afrique australe vient de décider que le Swahili, qui est une langue parlée par 140, 150 millions d'Africains, est sa langue désormais officielle. La Banque africaine de développement, la plus grande institution financière de toute l'Afrique, a décidé l'année dernière de publier son rapport annuel pour la première fois en 60 ans dans 4 langues africaines et a annoncé qu'il y aurait éventuellement des traductions dans les langues occidentales. Quelque chose se passe là. Le débat partout en Afrique, on enseigne dans quelle langue? La langue française, quand on était une colonie française, la langue anglaise, quand on est la langue arabe, ou le peul, le poulard, le bambara, le swahili, etc., etc., etc. Il y a aussi d'autres facteurs, les facteurs économiques, on l'a mentionné, les facteurs identitaires, et puis la montée démographique. Tout à coup, il y a des langues qui étaient parlées par 15, 20 millions de personnes qui sont parlées par 35, 40, et ça bouge, et ça va vite avec la démographie que l'on connaît dans certaines régions du monde. En cause donc, dans votre monde à vous, à moyen terme, l'avenir des langues occidentales hors de l'Occident. Quel est l'avenir des langues occidentales hors de l'Occident? En cause les choix politiques qu'implique pour certains pays africains et sud-américains la reconnaissance officielle d'une langue ou de quelques langues parmi toutes les langues parlées sur leur territoire. En cause, finalement, la cohabitation des langues au plan national, régional ou global. Beaucoup de mots nous viendront dans les prochaines années des rives du Mékong et des rives du fleuve Congo, de l'Asie et de l'Afrique. Ils nous viendront des langues ancestrales asiatiques, africaines et autochtones. Parfois, cette fécondation entre les langues produit des choses étonnantes. Par exemple, au Nigeria, le pidgin du Nigeria. Bon, le pidgin, il y en a un peu partout, sauf que là, il y en a un dans un pays où il va y avoir 400 millions d'habitants. C'est un mélange entre les langues nationales et la langue anglaise. Et cette nouvelle langue est la langue de l'école, et la langue des médias, et la langue du cinéma, etc., etc. Qu'est-ce qui va se produire à long terme? Le long terme étant 20 ans, 30 ans. Voilà ce dont je voulais vous entretenir, se renouveler, se valoriser, se diversifier. Je me permets une interprétation. C'est présenter aux Québécois et aux Canadiens le monde tel qu'il advient, en débattre, en montrer les nouvelles dynamiques, notamment culturelles et linguistiques, les enjeux, les défis, les partager, leur faire une place dans nos délibérations, nos collections, nos médiations. Votre responsabilité est majeure, tant la société que nous formons en Amérique et dans le monde a besoin vital d'une information intègre sur les langues. Parce que l'information intègre sur les langues, c'est une information intègre sur les cultures. Une information intègre sur les cultures, c'est une information de paix. Collectivement, comme professionnels de la traduction et de l'interprétariat, vous êtes aux avant-postes de cette quête de données intègres concernant la langue et la culture et la paix. On a besoin de données intègres et actualisées. Enfin, je parle avec précaution parce que vous êtes des spécialistes d'un domaine où j'ai des impressions de citoyen. Il y a un vaste chantier pour que soient nommées dans toutes les langues du monde. J'ai entendu ça tantôt en faisant le tour de vos kiosques. Toutes les langues du monde, les inventions à venir relatives aux matériaux nouveaux. Si on avait eu du temps, je voulais vous montrer ce que les jeunes Africains sont en train de faire pour
insérer dans leur langue traditionnelle les mots des technologies les plus avancées auxquelles, grâce à Internet, ils ont accès. 800 millions d'Africains ont un téléphone intelligent, 600 millions, 580 millions ont accès à Internet. Et ils ont besoin de langage et ils traduisent dans leurs mots. J'avais des illustrations, on n'aura pas le temps, évidemment, d'en parler. Vous savez, entre vous et nous étant la grande bibliothèque, nous avons 10 millions de clients par année. On est sur tout le territoire du Québec, Archives nationales, Bibliothèque nationale, Grande bibliothèque, que vous connaissez, la Grande bibliothèque ici à côté, qui est une bibliothèque pour tout le Québec. L'année dernière, on a envoyé 1,4 million de livres hors Montréal. Nous sommes nos clients un peu partout. Il y a plein de choses que nous avons en commun. L'information intègre, la communication du monde tel qu'il advient plutôt que d'un monde un peu obsolète, un peu dépassé. Les changements dont je parle pour vous sont aussi des changements pour nous. Et je reprends, Monsieur le Président, ce que vous avez dit tantôt. Ils sont des changements pour tous. Je vous souhaite une très belle journée. Restez là. Restez là. Oui. Alors, merci beaucoup, Monsieur Roy. C'était absolument passionnant. Je pense que vous serez d'accord avec moi, un peu terrifiant par moment. Alors, on a une période de questions d'au moins 10 minutes. Écoutez, on a gagné un peu de temps. Monsieur Chartrand va s'adresser à nous dans quelques minutes avant la pause café. Alors, il y a 2 micros dans la salle. Je vous invite à vous y présenter. Je commencerai peut-être par une question. Vous avez magnifiquement décrit les 3 grandes mutations que nous sommes en train de vivre globalement. L'économie qui se déplace vers l'Est et le Sud-Est, la démographie de l'Asie et de l'Afrique et les technologies, évidemment. Mais que faire de la 4e grande mutation qui est celle de l'écologie? On est à cette journée où on débat, où on manifeste contre les changements climatiques. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un facteur, mais vraiment très profond, d'une mutation globale? Écoutez, la liste est longue des grandes mutations. Je suis assez malheureux de ne pas avoir parlé plus du sujet que vous venez d'évoquer. On en a au moins un peu, on l'a évoqué au tout début de notre intervention. C'est sûr qu'elle a une responsabilité de l'humanité. C'est un changement très profond. Et moi, je suis très optimiste sur les questions d'environnement. Je crois qu'on se trompe en pensant que c'est les gouvernements qui vont changer ça. Je crois que ce qui vont changer ça, c'est les citoyens. Ça commence toujours comme ça. C'est les citoyens qui vont s'organiser. Ils vont être 300 000 dans les rues de Montréal aujourd'hui, qui vont... les scientifiques, le secteur privé et les gouvernements. Les gouvernements ne sont pas innocents, on ne va pas les exclure, ce serait absurde. On a besoin de normes, de règlements, etc. Et c'est eux qui ont cette fonction et cette mission-là. Mais c'est le composé des 4. Mais c'est rarement le gouvernement qui donne le « là ». Prenez la Révolution tranquille. On est tous des Québécois ici qui savons de quoi on parle. La Révolution tranquille, M. Lesage, M. Lévesque, toute l'équipe du Tonnerre des années 60, ils ont fait une action, ils ont nationalisé l'électricité, créé la Caisse de dépôt, etc., etc. On le sait, c'est formidable. Mais ça faisait 20 ans que les Québécois préparaient ça. Ils ont été les derniers à prendre le pas. C'est les mouvements coopératifs, c'est les universités, ce sont les universités, c'est le mouvement syndical québécois, c'est les gens qui faisaient des analyses dans les facultés de sociologie qui disaient « Nous sommes les plus pauvres en Amérique du Nord, les moins scolarisés. » Wow! Ça nous prend un ministère de l'Éducation, ça nous prend un ministère, etc. Et finalement, les gouvernements, la pression étant devenue si forte, ça s'est transcrit en programme politique et ça a donné la Révolution tranquille et ça a donné un formidable élan au Québec pour un temps. Oui. Donc, la pression venait de la base des citoyens. C'est ça. Ce que vous dites, vous faites confiance aux citoyens. Moi, je fais confiance. Sur la question environnementale en particulier. Oui. Sur la question linguistique, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'à l'origine de toutes ces transcriptions, par exemple, de langues autochtones, de langues africaines, de langues orales, ou ce qu'on fait actuellement pour faire revivre des langues autochtones au Québec, le Wendat était une langue morte essentiellement, qu'on essaie maintenant de ramener à la vie, est-ce que la pulsion vient toujours des citoyens? Ou est-ce qu'elle vient parfois du politique, comme de l'Organisation internationale de la francophonie, quand vous avez mentionné Moi, je crois que sur les langues autochtones, c'est dans le monde entier. Hein. Ce qui se passe au Québec, ça se passe partout ailleurs. Je crois que c'est les Autochtones. Je veux dire, c'est eux qui se sont battus, ça fait assez longtemps. Et aujourd'hui, ils ont des capacités
quand on a fait la Déclaration des droits des peuples autochtones, moi j'étais à Droit et démocratie, j'étais à Genève pendant des mois sur cette question-là. Et qu'est-ce qui fait que dans les années 90, 95, 96, finalement, les Nations unies ont été obligées de mettre la question à l'ordre du jour, ont été obligées de traiter la question, ont été obligées de faire un texte de déclaration qui va devenir une convention dans les prochaines années. C'est parce qu'il y avait, entre les Autochtones du Pérou, puis les Autochtones de l'Indonésie, puis les Autochtones du Gabon, puis les Autochtones du Nunavut, des capacités de communiquer. Oui, des capacités politiques aussi plus fortes de regroupement. Communiquer, donc ils pouvaient pression. se regrouper, etc. Personne ne défend les droits des autres quand ils ne les défendent pas eux-mêmes. Oui. C'est la défense de ces droits. Si c'est vraiment des droits, là, c'est intrinsèque. Tu vas te battre pour ça, tant mieux si tu as des alliés. Et pour les langues africaines, est-ce que ça venait d'abord de citoyens, de la société civile, ou là, c'était d'abord des décisions politiques, ou l'OIF pour les langues africaines? Les langues africaines, qu'on a pour les langues senti africaines, la nécessité de transcrire, de rendre visible, autrement dit. Ça, je suis vraiment témoin de ça. C'était une bataille des intellectuels africains à l'UNESCO et à la francophonie. L'UNESCO était très lente parce que les Américains et d'autres bloquaient cette affaire-là, les Britanniques notamment, les Français sans doute. La francophonie était plus libre d'une certaine façon, mais la pression était considérable venant d'Afrique. Et ils voulaient savoir c'était quoi leur langue, ça commençait où, le lieu où on la parle, ça s'arrête où, ils sont 3 millions ou ils sont 18 millions. Tous ces travaux-là dans les années 90, ça s'est fait sous la pression très forte des Africains. Oui, l'identité, donc le facteur identitaire. Oui, il y avait des alliés aussi, des chercheurs qui se sont joints à eux, mais ça venait d'abord. On s'inquiète pour l'avenir du français dans cette nouvelle carte linguistique, et vous travaillez, le français, c'est votre outil de travail, c'est au centre de vos vies de langagier. Qu'est-ce que ce sera la place du français dans cette nouvelle carte? Est-ce qu'on sera vraiment déplacé par les langues asiatiques, par le coréen, le chinois et tout ça? Alors, et en plus, de l'autre part, les langues autochtones, comment le français va se démerder? Je vais d'abord vous dire une chose, c'est extraordinairement difficile de prévoir. Si on s'était parlé tous les deux, nous tous, il y a 20 ans, on aurait dit que le russe avait un immense avenir sur le continent européen. Et tout à coup, la langue russe, qui est enseignée dans 21 pays, n'est plus enseignée que dans 3 pays, dans quelques départements universitaires, etc., etc. Mais est-ce que les instituts Confucius sont en train de remplacer les centres culturels français? Ah oui, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Le français, britannique, allemand, etc. Parce qu'on a moins d'argent en Occident. Le basculement de la richesse fait qu'on a encore des richesses, mais on en a moins et c'est là qu'on coupe. C'est imprévisible. Si on s'était parlé il y a peu de temps, moi, quand j'étais au Devoirs, quelqu'un nous avait dit il va y avoir 70 millions d'Américains qui vont parler espagnol. On a dit, OK, très bien, c'est intéressant, passons à autre chose. C'était impensable. Tout bouge et tout bouge beaucoup plus vite qu'on le croyait. Les langues, la vie des langues. Qu'est-ce que vont faire les Européens aujourd'hui? La Grande-Bretagne sort de l'Union européenne. Ils vont continuer à travailler anglais alors qu'il n'y a pas un seul pays dont c'est la langue. C'est bizarre, les langues. C'est très, très bizarre. Hein? Comment ça va se jouer? Le Canada vient de reconnaître les langues autochtones. Dans une révision de la Constitution du Canada, il est prévisible, comme le Maroc l'a fait, je l'ai cité tantôt, qu'on reconnaisse constitutionnellement certaines langues des Premières Nations. C'est imprévisible. Mais pour revenir à la question du français, c'est sûr que si la langue française ne va pas disparaître. La question, c'est est-ce qu'elle va devenir une langue scandinave, une langue qui est parlée mais qui n'a pas de rayonnement? Ou une langue qui va garder un certain rayonnement international. Dans le Il y a quand même des francophones sur tous les continents. Là. Peu, vraiment peu en Asie. En Australie, non, évidemment. Mais... En Afrique, la langue française recule, mais la démographie avance. Donc, c'est là que les gens disent l'avenir du français est en Afrique, et je pense que les gens ont raison de dire ça. Maintenant, il est en Afrique, s'il est enseigné dans les écoles, s'il y a des écoles, si notre coopération Québec, Canada, Belgique, France et tous les autres, on investit de telle façon que le français puisse être enseigné. Mais le français est en train de devenir en Afrique une langue étrangère importante. Au Rwanda, entre autres, avec le changement politique imposé par Kagame. C'est le grand cycle de la décolonisation. Madame, s'il vous plaît, allez-y. Oui, j'ai une question un peu... par rapport au français, mais aussi à l'anglais, qui était un petit peu la lingua franca
non officielles du monde, mais avec ce basculement vers d'autres langues, et compte tenu du fait qu'il y a quand même un nombre fini de traducteurs dans le monde, comment vous voyez un peu l'avenir, dans la mesure où on peut voir, pour que les gens, les différents peuples communiquent entre eux dans tout ce foisonnement et à la vitesse où vont les choses? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont parler plusieurs langues. Je pense qu'on est dans un monde comme ça. Les gens circulent davantage. Et l'année dernière, il s'est vendu 4 milliards de billets d'avion achetés par des individus, pas des sociétés. Les gens bougent. La mobilité des êtres humains est un phénomène qui est relié à l'environnement. Flight shaming, on y revient. Voilà. Pour la langue anglaise, si vous voulez avoir une bonne référence, le British Council, qui est le grand institut très reconnu dans le monde entier, a publié il y a 2 ans un ouvrage, The Future of English, l'avenir de l'anglais. Ils sont très préoccupés. Parce que les bassins, ils ne sont pas préoccupés demain matin, là, mais on parle à plus long terme, les bassins solides de population sur lesquels s'appuie la langue anglaise. Les États-Unis, je viens de parler de la bilingualisation tranquille des États-Unis. L'Inde a donné un grand coup à la langue anglaise en vue de placer au premier rang l'hindi et d'autres langues majeures parlées aux Indes. Une langue mineure aux Indes sont parlées par 60 millions d'habitants. C'est pas rien. On ne peut rien contre la force du nombre. Hein? Qu'est-ce qui fait que le cinéma américain ne pénètre pas les réalisateurs américains, la télévision et tout ça? Se battent. En Chine, ils réussissent parce qu'ils traduisent les films en langue chinoise et la traduction peut être comprise par 90% de la population en Chine. Aux Indes, tu fais ça, il faut que tu traduises en 7-8 langues si tu veux te rendre à 80-90%. Donc, mais quand même, l'Inde a donné un grand coup à la langue anglaise en privilégiant ses propres langues d'une façon politique, constitutionnelle, très solide. Et je viens d'évoquer la langue anglaise en Europe. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? Il va y avoir un débat, c'est pas possible. Moi, je pense que nos amis allemands, mais là, je spécule avec vous, que nos amis allemands vont se battre pour que l'allemand, qui a déjà un statut encore plus reconnu, un statut réel, c'est-à-dire que la langue soit utilisée, que la langue allemande soit plus utilisée. On va voir ce que nos amis français vont pouvoir faire. C'est une bataille qui est aussi technologique et qui est aussi économique. L'Europe, la grande faiblesse de l'Europe, c'est qu'elle est complètement absente des systèmes technologiques du numérique. Il y a 2 grands mondes dans cet espace numérique-là, les États-Unis, qui ont le système complet, et la Chine, qui a le système complet. Et les Russes, qui ont essayé de faire un système, qui ont réussi, mais ils ne l'ont pas étendu dans le monde. Il y a quelques petites minorités qui l'utilisent, les moteurs de recherche chinois, etc. Mais la Chine a un système intégré qui est au moins équivalent en nombre d'adhérents et tout ça à celui des États-Unis et les États-Unis. Les Européens n'ont pas réussi à créer un grand moteur de recherche européen. Ils n'ont pas réussi à s'installer dans ça. Et Mme Merkel, dans les dernières années, l'a dit souvent, a fait beaucoup de propositions. Ça a été suivi de peu d'effets. Alors, qu'est-ce que va devenir, dans ce contexte-là, les langues européennes? On verra, mais c'est imprévisible. Hein. Demain matin, il y a une langue qui pousse beaucoup actuellement, c'est la langue arabe, évidemment, on n'en a pas parlé. C'est une langue qui prend beaucoup d'importance. Mais, je ne sais pas, demain matin, il y a un rejet massif en Afrique des langues occidentales. Ça a un impact immense. Le quart de la population du monde va être là. D'où nos relations avec l'Afrique doivent être très soignées, si on veut, linguistiquement, qui restent nos partenaires. Oui. Mais vous dites que les humains, bon, la carte linguistique va changer profondément à cause, entre autres, de la démographie. Vous dites que les humains vont vouloir continuer de communiquer, d'échanger, mais le feront-ils physiquement ou est-ce que la technologie, là aussi, ne va pas l'emporter? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura encore de la traduction, mais est-ce qu'il y aura encore des traducteurs? Et ça, madame, votre congrès est plus compétent que moi. C'est la question difficile. Mais je vais vous dire, non, mais j'en ai parlé avec le président. Douloureuse un peu. Avec le président tantôt. Écoutez, on a parlé vite là, des technologies,
C'est évident qu'il faudra s'habituer, mais dans tous les domaines. Si vous êtes un médecin, si vous êtes un juriste, si vous êtes un linguiste, si vous êtes un professeur, un journaliste, la cohabitation avec des technologies intelligentes, avec des machines qui vont penser, qui vont faire des propositions. Il y a aujourd'hui des pages sportives qui sont dirigées complètement hors de toute écriture humaine. C'est sûr qu'on s'en va vers ça. Dans nos bibliothèques, le McGill est en train de faire un centre de conservation des livres au Collège MacDonald et personne ne va répondre au téléphone. Vous allez avoir votre petit PIN qui va vous permettre d'entrer, les robots vont vous accueillir, vous allez donner au robot ce que vous voulez, vous allez le chercher dans le fond de la grande 7, le livre que vous voulez. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dedans? Plus de machines, c'est moins d'humains et aussi un peu moins d'humanité, non? Oh, écoutez, je pense que, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais je pense qu'on peut pas dire les machines vont nous remplacer. C'est cohabiter. C'est une cohabitation. Ça va changer les sociétés. Je parle depuis tantôt de la délibération. Il faut délibérer. On ne délibère pas assez dans nos sociétés. Il faut parler de ça. Qu'est-ce qui nous attend? Comment on va gérer ce rapport avec les technologies, avec les machines, etc. Je ne sais pas, madame, si on a répondu à votre question, mais oui. Il me semble qu'on est rendu loin. Je surveillais. On a l'espace encore d'une question au moins. Écoutez, si je vois des gens au micro, moi, je vous donne la parole. Approchez-vous des micros. Je dois vous voir pour vous... Voilà, vous inviter à parler. Merci. Identifiez-vous aussi. Jenny, oui, je traduis vers l'anglais. Et j'ai une question parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous sont des traducteurs d'entreprises. On traduit peut-être le bancaire, peut-être des ressources humaines, peut-être des choses plus comme... Je ne vais pas dire comme des choses qui n'ont pas nécessairement en relation directe avec des grands problèmes dans le monde. Et j'ai l'impression qu'on est parfois un peu isolé dans notre traduction, où on est un peu isolé, puis ça va être... Par exemple, aujourd'hui, c'est un congrès, puis il y a des manifestations qui se passent dans le monde, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez du rôle des traducteurs, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus impliqué dans ces problèmes plus directement au lieu d'être isolé dans notre traduction d'entreprise. Je pense que le congrès d'aujourd'hui est une belle illustration de ce que vous pouvez faire, délibérer. Posez la question que vous venez de poser, la poser sans arrêt. Vous dites, on est plutôt, vous et certains de vos collègues, dans le monde de l'économie, dans le monde de banques, etc. Mais si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, dites-vous que le monde nous ressemble étrangement qu'on ressemble au monde. Si vous arrivez demain matin au Sénégal, vous êtes une banque, que vous voulez ouvrir des succursales au Sénégal et que vous ne parlez pas le Wolof, bien restez chez vous. C'est un peu que vous voulez ouvrir une banque au Québec et vous ne parlez pas le français, bien restez chez vous. Il faut reconnaître la diversité humaine, même quand on est dans des entreprises. Si vous voulez vendre des produits, vous voulez que les gens puissent comprendre les modes d'utilisation, les garanties qui sont données. Si vous êtes incapable de donner ça dans les langues comprises par vos clientèles, restez chez vous, d'une certaine manière. C'est immense, hein, l'obligation de s'ajuster à la diversité du monde. Quelqu'un, tantôt, a fait référence à la Convention de l'UNESCO sur la diversité. Monsieur le Président, ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Les Américains, je l'ai mentionné tantôt, je reprends le même exemple, ont dépensé, honnêtement, des centaines de millions de dollars pour pénétrer le marché du cinéma indien. Ce n'était pas la loi de l'Inde qui les empêchait. Il y avait un peu d'éléments de quotas, mais pas tant que ça. C'était la diversité linguistique de l'Inde qui rendait extraordinairement coûteuse et complexe le lien entre ces producteurs-là et les éventuels clients. Voilà, merci beaucoup. Alors écoutez, là, on doit s'arrêter.